Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. 1er mai 95, le jeune Marocain flâne au bord de l'eau. Sur le pont du Carrousel, le Front National défile. 3 jeunes skinheads s'écartent du cortège et rejoignent le quai. L'un d'eux, Michael Fréminet, pousse Brahim Bouraham dans le fleuve. Les pompiers trouveront son corps un peu plus loin. Sans se retourner, les 3 skins rejoignent la manifestation. L'un de mes premiers souvenirs politiques, c'est la campagne présidentielle de 1995. Celle qui a vu la fin de la Mitterrandie et l'arrivée de Chirac à l'Élysée. Je me souviens notamment très bien d'un événement qui avait marqué cette campagne. La mort de Brahim Bouraham. C'était le 1er mai 1995, en plein dans l'entre-deux tours. En marge d'une manifestation du Front National à Paris, un sympathisant du parti pousse à la Seine cet homme de 29 ans, père de 2 enfants. Il ne sait pas nager, il se noie, sous le regard d'autres militants du parti d'extrême droite. Aucun ne lui porte secours. Sans être vraiment militant du Front National, Michael Fréminet dira aux policiers qu'il n'avait rien contre ce parti. Ce défilé, c'était aussi l'occasion de faire la fête entre copains après son service militaire chez les parachutistes. Parmi ses amis, un ex-adhérent du Front National déjà connu pour des agressions. La bande avait profité du car gratuit mis à la disposition des manifestants par le Front National. Un parti qui porte une responsabilité morale dans ce drame, selon la partie civile. L'affaire avait marqué. 2 jours plus tard, 12 000 personnes avaient manifesté à Paris pour dénoncer ce meurtre raciste. Cette année aussi, en 2022, il y avait une élection présidentielle, vous vous en souvenez. Et cette année, en pleine campagne électorale, un homme a aussi été tué par des militants d'extrême droite. Il s'appelait Federico Martin Aramburu. C'était un ancien international de rugby. Il a été abattu dans la rue par Loïc Le Priol et Romain Bouvier, des activistes d'ultra-droite. Il n'y a pas eu de manifestation. L'affaire a été traitée, certes, mais elle n'a pas fait la une pendant des semaines. Elle n'a pas infléchi le cours d'une élection où l'extrême droite a engrangé ses plus gros scores. Les fachos tuent et ça ne nous fait rien. J'ai eu envie de comprendre pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les 3 prochains épisodes. Bienvenue dans Programme B. Pierre, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est ? Donc là, on est au 146 du boulevard Saint-Germain, là, l'endroit même où Federico Martin Aramburu a été abattu par Loïc Le Priol et Romain Bouvier ce triste soir de mars, après une altercation. Pierre Plotu est journaliste, notamment pour Street Press et Libération, et il est spécialiste de l'ultra-droite. Le récit qui a émergé de ce soir-là, c'est Romain Bouvier et Loïc Le Priol, qui sont un espèce de binôme visiblement inséparables depuis longtemps et inséparables aussi dans leur violence, dans leurs accès de violence et dans leur violence débridée. Et donc ce soir-là, ils sont en goguette à Paris. Leur contrôle judiciaire donc, leur interdit d'être présents tous les deux à Paris et d'être ensemble. Pourtant, ils sont là, ils sont armés, ils boivent visiblement pas mal. L'heure est avancée et il y a une altercation qui éclate dans ce bar, le Mabillon, qui est juste à côté, un petit peu plus loin. On est en plein milieu des beaux quartiers. Ici, il y a très souvent la police, il y a pas mal de caméras de vidéosurveillance et c'est pas des quartiers réputés dangereux, c'est plutôt des quartiers dans lesquels une certaine population plutôt aisée vient faire la fête. Et donc voilà, il y a cette altercation dans le Mabillon avec Federico Martin Aramburu, avec un ami, également ancien international de rugby. Il s'interpose, visiblement. Alors, ça reste déterminé par l'enquête. Certains évoquent le fait qu'il y aurait eu des propos déplacés, potentiellement à teneur raciste, de la part de Le Priol et son groupe. Ce n'était pas que tous les deux avec Romain Bouvier à ce moment-là. Une première altercation éclate et elle se poursuit devant le bar. Où là, visiblement, c'est déjà extrêmement violent. Les choses sont calmées, notamment grâce à l'intervention des vigiles de l'établissement. Aramburu et son compagnon s'en vont. Mais visiblement, ils sont amochés, surtout Aramburu. Ils rentrent dans un hôtel pour demander de la glace. Puis verbaliser un petit peu, redescendre, etc. Ils repartent et c'est à ce moment-là que surgit la voiture que Loïc Le Priol et Romain Bouvier sont allés chercher, que conduit la 3e suspecte, la jeune femme qui les accompagnait.
Cette voiture s'approche. Alors pareil, le déroulé exact des faits reste à déterminer par les investigations, par les enquêteurs, mais est-ce qu'ils ont tiré une première salve de la voiture? Est-ce qu'ils en sont descendus pour abattre de sang-froid un homme blessé au sol? Ou est-ce qu'ils en sont descendus, ont tous les deux ouvert le feu pour abattre, encore une fois, de sang-froid un homme au sol? Dans tous les cas, le résultat est le même. Federico Martin Aramburu a été assassiné par ces deux militants d'extrême droite perclus de violence et il est mort sur ce trottoir. Le motif politique reste à déterminer par les investigations. Nous ne nous substituons pas à la justice. Pour autant, le déroulé des faits démontre que la dimension politique des deux principaux accusés est une composante importante de ce qui s'est passé. À partir de là, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein week-end. Effectivement, il y a les élections qui arrivent. Et il y a autre chose aussi qui est inhérent, en ce qui concerne la presse, qui est inhérent à la presse française. C'est-à-dire que les services police-justice et les services politiques sont deux services différents, avec des journalistes différents. Et un journaliste police-justice extrêmement calé, extrêmement bien renseigné, extrêmement bien branché sur ses sources, n'a pas forcément le background politique pour saisir l'ampleur de ce type d'acte. De la même manière, un journaliste politique n'a pas les sources, l'expérience, le recul, l'habitude de traiter ce genre d'affaires sous un angle politique en disant non, ça c'est du politique, c'est à moi de le traiter. Parce que, il faut savoir, l'extrême droite radicale française est une composante qui n'est pas politique et qui est éminemment politique. Ça intéresse les vies de la cité, c'est politique. Mais c'est une mouvance qui est avant tout violente, pour laquelle la violence est un mode de militantisme, voire même le mode de militantisme premier. Quand il y a un différend entre deux militants, on règle ça au point. On se bagarre. On ne cherche pas à savoir qui a raison. On cherche à savoir qui est le plus fort. Et donc, pourquoi après, ça n'a pas eu d'écho particulier? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, peut-être qu'il y a une faille du traitement journalistique, même si Street Press, notamment, a fait un énorme travail sur le sujet, a révélé beaucoup d'informations, a énormément suivi dans la longueur le sujet, et a priori, de ce que j'en sais, avec des retours d'audience qui prouvent qu'il y avait bien une appétence, une envie du public de savoir. Pour autant, il y a aussi une autre chose du point de vue politique, du côté du personnel politique. Federico Martin Aramburu, sa mort a provoqué immédiatement énormément d'émoi. Très récemment, un complotiste antisémite, Martial Lanoir, a abattu quelqu'un d'une balle en pleine tête en pleine rue, encore une fois à Paris. Il n'y a eu quasiment aucune retombée. C'est l'illustration d'une violence débridée, encore une fois, au sein de toutes ces mouvances radicales. Ce qui a suscité beaucoup d'émotions, ça a été donc la mort de cet international, de cet homme qui avait de très belles valeurs, qui s'est battu pour ses valeurs, qui est intervenu quand il a assisté à quelque chose qui était pour lui insupportable, ce qui est quelque chose qu'il faut saluer. Beaucoup de gens ont salué sa mémoire, sa famille a aussi demandé de laisser un petit peu de temps pour pouvoir faire son deuil, et je pense que c'est une des données qui explique le fait que la gauche n'ait pas fait le choix d'instrumentaliser, peut-être même n'ait pas eu le réflexe d'instrumentaliser ce drame à des fins politiques. Ce qui, encore une fois, est quand même globalement indigne. Qui sont ces assassins d'ultra-droite ? Est-ce qu'il s'agit, comme vont rapidement l'avancer leurs petits camarades de manif, de brebis égarées ? Ou bien au contraire, est-ce que ces types ultra-violents, armés, prêts à tuer, n'incarneraient pas le vrai visage de ces mouvements ? Loïc Le Priol et Romain Bouvier, déjà, sont deux gosses de familles qui sont très ancrées dans la mouvance. Leur père était des militants, leur famille a toujours été inscrite, a toujours évolué dans ces réseaux du GUD, très particulièrement, qui est un créneau très spécifique de l'extrême droite radicale française, et notamment déjà de par son historique d'extrême violence et à une époque qui a eu vraiment des effectifs nombreux, avec des faits d'armes, en tout cas que eux présentent comme tels, de tabassage, etc. Ils ont même écrit, la mouvance a même écrit son livre de légende, sa propre légende, dans laquelle il raconte par le menu, par exemple, le fait de casser les jambes ou les mains de gauchistes qu'ils attrapaient à la grande époque, dans les années 70-80. Ça tombe un peu en sommeil, ça tombe même très nettement en sommeil, ça renaît dans les années 90, notamment sous l'impulsion de Frédéric Chatillon, qui donne au GUD un très net virage
antisémite et qui ancre une dynastie. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau. Frédéric Chatillon, qui est un proche de Marine Le Pen et qu'on retrouve comme compagnon de route dans l'ombre du Front National puis du Rassemblement National. Ses activités de communicant pour le parti d'extrême droite via son agence Riwal ont notamment été documentées, tout comme les tripatouillages financiers qu'elles ont permis, au travers de Jeanne, l'obscur micro-parti de Marine Le Pen. Au début de cette année, les nouvelles prestations de Chatillon, toujours pour le RN, ont été révélées par Le Monde. Des prestations qui passent par une nouvelle structure e-politique, montée avec un autre nom bien connu du GUD et du FN RN, Axel Lousteau. Et d'autres ancrent un renouveau à une dynastie de Gudards, dont sont issus, très clairement, Loïc Le Priol, Romain Bouvier, et aussi beaucoup de ce qui forme aujourd'hui le noyau dur, par exemple, des OAV Paris. Qui est le nouveau nom du GUD dans la capitale. Ce qu'on sait aussi, c'est que Loïc Le Priol, son appartenance au GUD, est-ce qu'il a un jour payé sa cotisation? C'est pas clair. En tout cas, lui, il le reconnaît pas. Romain Bouvier, oui. Très clairement, de fin 2011 à début 2012, pendant quelques mois, Romain Bouvier a été adhérent du GUD. Ça n'a jamais été un colleur d'affiches, un distributeur de tracts, etc. Mais il passait ses soirées avec les militants, dans ce qui à l'époque résumait quand même globalement l'activité du groupuscule, c'est-à-dire à la terrasse d'un bar à boire des bières. Par contre, tous les deux reconnaissent aussi se connaître l'un et l'autre depuis très longtemps. Connaître d'autres protagonistes des différentes affaires depuis très longtemps. Être au GUD, pour beaucoup de militants du GUD d'aujourd'hui, c'est presque faire partie d'un réseau d'anciens d'une école. On est Gudard, qu'on paye sa cotisation ou non, presque par le sang. On a toujours évolué dans ces réseaux, on se connaît entre nous. Le GUD est une organisation très codifiée dans laquelle il y a énormément de hiérarchie. Il faut rester à sa place, sinon la sanction tombe. Loïc Le Priol est celui qui a pu lancer une marque qui a immédiatement été affichée par toute la mouvance comme un signe de ralliement. Babtou solide, ça ne s'invente pas. Donc Babtou, pour reprendre ce code du Toubab, cette désignation de l'homme blanc en Afrique subsaharienne, est solide toujours pour l'incarnation de la virilité. L'incarnation de la capacité à casser des bouches, disons-le très clairement. On portait ces t-shirts, se sont affichés en portant ces t-shirts. Julien Rochdy, pseudo-penseur actuel de la mouvance, qui écrit des livres et qui fait des vidéos YouTube surtout. Jean-Eudes Gana, leader de l'Alvarium, groupuscule dissous, toujours émanant du bastion social et donc du GUD, mais aussi des personnages comme Baptiste Marchais, qui fricotait à l'époque avec Serge Ayoub, le célèbre Batskin, le skin à la batte de baseball, connu pour son extrême violence dans les rues de Paris lui aussi, dans la décennie précédente, voire 2 décennies précédentes. Après, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Romain Bouvier a un parcours globalement assez discret. Loïc Le Priol beaucoup moins. Il rentre très jeune à l'école des Mousses. Il intègre ensuite très vite l'armée, les commandos. Il est le plus jeune commando de France à 18 ans. Il part en opération extérieure, etc. Ça lui donne d'ailleurs une certaine aura dans le groupe, ça se sent. Loïc Le Priol a vraiment une position de chef sans être le chef. Quand il est en permission, tout le monde veut le voir, tout le monde le retrouve, les soirées s'organisent autour de lui, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a cette figure du guerrier. On ne sait rien des opérations, puisque c'est secret défense, sur lesquelles il a été envoyé. On sait par contre qu'il a eu un comportement pas toujours exemplaire. Il y a notamment cette agression d'une prostituée pour laquelle, à Djibouti, qui a été visiblement très violente. C'est les éléments qui ont filtré à ce sujet, et l'armée a préféré conclure un protocole d'accord et payer cette dame pour l'indemniser plutôt que d'aller au procès. Ça fait partie des choses qui ont précipité son départ de l'armée. Il a été exclu de l'armée. Au début, il est rapatrié sanitaire parce qu'il est atteint de stress post-traumatique sévère. C'est un jeune homme qui est choqué parce qu'il a vu, qui est rendu inapte au service parce qu'il a vu, vécu en opération extérieure. Mais derrière, c'est bien son comportement ici, en France, à Paris, qui a provoqué son exclusion de l'armée.
Avant l'assassinat de Federico Martin Aramburu, le nom de Loïc Le Priol apparaissait déjà dans une affaire sordide liée au GUD. Il fait partie des hommes accusés d'avoir tabassé et torturé l'un des leurs, l'ex-patron du syndicat étudiant fasciste, Édouard Klein. Une agression ultra-violente que le groupe avait documentée, filmée, des images révélées par la suite par Mediapart. Cette violente agression, elle a fait l'objet tout récemment d'un premier procès, dont on va reparler dans un instant. Mais d'abord, j'ai demandé à Pierre Plotu de nous résumer brièvement les faits. Pour résumer très rapidement cette soirée, un groupe de 5 hommes débarque chez Édouard Klein. Ça tourne, selon les témoins, parce qu'il y avait une tierce personne présente dans l'appartement, un ami d'Édouard Klein qui a été sommé de se mettre dans un coin, de ne plus bouger, de poser son téléphone, etc., selon son témoignage. Ça vire immédiatement au pugilat. Ces 5 hommes se sont filmés un peu en amont, où ils parlent d'une grosse mise à l'amende d'entrée. Et c'est effectivement, visiblement, ce qui s'est passé, selon le récit des différents témoins, selon les témoignages vidéo. Et donc Édouard Klein est consciencieusement tabassé, contraint à se déshabiller sous la menace, traîné dans sa chambre, les coups pleuvent, il est en sang, il supplie, demande pourquoi on lui fait ça. Il est tabassé, encore, et il finit nu, à être filmé par ses agresseurs, qui le contraignent à danser, nu, au milieu de son salon, en sang. Et c'est à l'issue de tout ça que Loïc Le Priol, donc face à un homme qui a déjà été mis plus bactère, qui est prostré, qui est incapable de la moindre réaction, qui est en sang, il sort un couteau cranté, couteau qui est fait pour faire des dégâts. Il est militaire, il le sait, il est commando, formé et habitué au maniement des armes. Il lui agite sous le nez en lui disant « Tu veux que je te tranche la gorge ? Le coupe ça va très vite, tu le sais, j'en ai tué plein comme ça là-bas. » Toi, tu l'as vu, Pierre, au procès, Loïc Le Priol, vu que tu as assisté à l'audience du procès pour cette affaire Édouard Klein. Quelles impressions ils t'ont fait? Parce que je dis au pluriel, parce qu'il y a donc Le Priol, on en a beaucoup parlé, c'est celui qui occupe le plus d'espace, on va dire, dans cette affaire, en tout cas celui dont on a su le plus de choses. Mais il y a aussi Romain Bouvier dans l'histoire. Quelles impressions ils t'ont fait l'un et l'autre, toi qui les as vus physiquement et qui les as entendus s'exprimer, les as vus en action? Déjà, 2 jeunes hommes sur 2, en pleine possession de leurs moyens, qui s'expriment l'un comme l'autre très bien. Loïc Le Priol a presque fait son show, on pourrait dire trivialement. Il occupait effectivement, comme tu le dis, énormément d'espace dans cette salle d'audience, pleine à craquer, avec énormément de gens qui le regardaient, beaucoup de presse, tous les regards étaient braqués sur lui. Il encourt une peine grave, une peine lourde, même si il encourt encore plus dans l'autre affaire qui nous intéresse. Et pourtant, pas désarçonné du tout. Qui s'exprime extrêmement bien, qui sait mettre en scène sa parole, hésiter quand il faut hésiter, apparaître hésiter quand il faut hésiter, être sûr de lui, regretter, etc. Quand ils sont entrés, Loïc Le Priol a tout de suite pris beaucoup de place. Romain Bouvier était plus en retrait, apparaissait prendre plus la mesure de ce qu'il risquait, d'être plus écrasé par le poids de ça, mais quand il a fallu qu'il parle, en plus en passant immédiatement après le show Le Priol, il s'est exprimé comme la personne qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme qui a fait aussi des études, qui voulait devenir avocat, qui était très précis dans les termes employés, dans sa manière de s'adresser au tribunal, dans son récit, et qui a su insister sur ce qui étaient des éléments qui pouvaient apparaître, en tout cas essayer d'être à sa décharge. Ce sont 2 jeunes hommes qui viennent déjà de passer 2 mois et demi en prison, ça marque la prison. Qui sont notamment Loïc Le Priol soumis à un régime carcéral assez strict. Mais pour autant, l'un comme l'autre apparaissait comme physiquement capables, 1, de faire ce qu'ils ont fait, et 2, de ne pas avoir forcément besoin d'une arme pour se faire justice. Autant la violence est inhérente à l'extrême droite radicale française, autant elle peut être, et elle explique aussi leur absence de succès, notamment en termes d'effectifs. Dans un pays où, encore une fois, 1/3 des gens ont glissé un bulletin d'extrême droite au premier tour de la dernière élection présidentielle. Est-ce que l'extrême droite est violente par nature? Oui. Marine Le Pen passe pour une modérée aujourd'hui, ce qu'elle n'est pas, du fait de la radicalité d'Éric Zemmour. Mais le programme de Marine Le Pen est un programme de violence.
fût-elle symbolique. Mais pour mettre en place de la violence symbolique, si elle n'est pas acceptée par les populations qui seront visées, il faudra mettre en place de la violence réelle, de la violence institutionnelle réelle, qui pourra aller très loin. Le ministère de la Remigration d'Éric Zemmour, qui est puisé directement dans tout ce qu'il y a de plus radical au sein du suprémacisme blanc. Remigration, c'est un joli mot qui se veut chic et moderne pour désigner déportation. Un des événements fondateurs, un des grands rendez-vous annuels du GUD, c'est à Paris, chaque année. C'est une manifestation en mémoire de la mort de Sébastien Desieux, militant mort en marge d'une manifestation co-organisée notamment avec le GUD et au sein de la mouvance radicale dans les années 90 et qui entendait marquer l'anniversaire de ce qui était pour eux la vraie occupation de la France, ce que nous communément on appelle la libération. C'est-à-dire la présence de troupes américaines en France était pour eux la vraie occupation. Ces gens se définissaient entre les lignes comme des résistants à cette occupation. Quand on est résistant à l'occupation, la pseudo-occupation américaine, on se place dans quel camp ? À suivre.